Monsieur le Président, merci de me permettre de prendre part au débat sur le budget 2021-2022. Une année financière s'est écoulée depuis la lecture du discours programme. Le budget 2021-2022 est le fruit de plusieurs semaines de consultation, de synthèse, mais aussi de réflexion. Les PPS de la majorité ont eu l'opportunité d'apporter leur contribution lors de l'exercice de consultation avec le ministre des Finances. Je tiens à féliciter l'honorable Reine-Canadaine Payadachi pour cette ouverture d'esprit et de s'être assuré qu'on soit tous on board. Cette reconnaissance du travail fourni par les PPS pendant l'année écoulée, sous forme de soutien financier pour qu'on puisse remplir nos engagements et continuer la transformation de nos circonscriptions, sont un grand encouragement pour nous, les jeunes de la majorité. Cette confiance du Premier ministre et de son ministre des Finances nous pousse à nous dépasser encore plus cette deuxième année que nous entamerons dans les jours à venir. Au niveau de la majorité gouvernementale, ce budget a été bien accueilli parce qu'il démontre, d'une certaine façon, le fruit d'un travail collectif. Les mesures annoncées sont le résultat d'un an de travail. Tout ce qui a été annoncé est justement ce qui peut être fait pendant notre deuxième année de mandat. Monsieur le Président, permettez-moi de dire quelques mots sur la transformation de la circonscription numéro 18, Belle-Rose-Quatre-Bornes. Ce dimanche, la ligne de métro entre Quatre-Bornes et Roseville sera officiellement inaugurée par le Premier ministre. Le Premier ministre lui-même s'est impliqué directement dans la concrétisation du projet du métro, surtout dans l'implémentation. Cette inauguration, en quelque sorte, symbolise la transformation de la ville Belle-Rose-Quatre-Bornes. En décembre de cette année, il est prévu que la ligne Quatre-Bornes-Phoenix soit complétée et ce budget annonce une extension de la ligne de métro à réduit via Eben. Une meilleure connectivité de la ville permettra non seulement une meilleure qualité de vie en termes de décongestion et aussi accès aux autres villes, mais aussi à une activité économique et sociale intensifiée. Parce que non seulement le temps sera mieux utilisé, mais cette connectivité a souvent un effet multiplicateur, avec un plus grand intérêt d'investissement dans la ville et ainsi accélère la création d'emplois. Cette connectivité aussi permet un meilleur mouvement de personnes, ce qui favorise l'échange et l'innovation entre les jeunes. Sur le trajet de la ligne de métro, les habitants de la ville de Belle-Rose-Quatre-Bornes auront accès aux institutions tertiaires à réduit, à la cybercité qui est le poumon de l'activité économique de la circonscription numéro 18, mais aussi aux infrastructures sportives de Côte-d'Or. Autre mesure importante de cette transformation, Monsieur le Président, est l'annonce de l'embellissement de la ville afin de promouvoir un mieux-être des habitants avec des provisions pour améliorer les routes, les trottoirs, notamment à la Louise, et les infrastructures sportives de la circonscription. En ce moment même, la NDU travaille sur le stade Guy Rosemont, aussi connu sous le stade Candos, et à l'amélioration du terrain de football de la Source afin d'élargir les opportunités sportives pour les jeunes de la région. La région de Candos et la Louise est un centre transitoire où une concentration de jeunes transite. Les habitants de la ville sont souvent affligés par le phénomène d'addiction qui semble accabler les jeunes de cette région. Et privilégier ce lieu, cette région, pour un complexe sportif, comme annoncé dans le budget, un centre multisport où les sports de combat pourront être pratiqués, en quelque sorte, change l'activité principale de cette région. En changeant l'activité de cette région, en le faisant devenir une région sportive, il est planifié de créer une atmosphère saine, mais aussi qui encourage les jeunes à se dépasser physiquement, afin de lutter contre la solitude qui pousse souvent vers l'addiction des substances qui leur sont nocives, telles que la drogue. Autre projet important, Monsieur le Président, est le budget alloué aux drains de la circonscription. Les régions de l'Albado-Chastry, la Louise, ainsi qu'Avenue Berthet ont souvent souffert d'inondations pendant les années précédentes. Pour pallier à ces inondations, pendant l'année écoulée, les drains ont été élargis et nettoyés. La SMF, avec l'aide de la municipalité de Beaubassin-Roseville, nous a aidés à réinstaurer le drain naturel qui se trouve sur la montagne de Cour-de-Garde. Néanmoins, les mesures annoncées
sont un soulagement pour les habitants qui pourront vivre dorénavant sans l'angoisse et le stress d'une possible inondation. Les habitants de la Source et de Liège seront soulagés d'apprendre qu'un budget a été alloué au wastewater pour les connectivités dans leur région. Une promesse que mon collègue Kavira Mano et moi-même avions faite aux habitants face à une situation sanitaire des plus alarmantes. Nous sommes reconnaissantes à l'honorable ministre Léjon-Gor qui a compris l'urgence de la situation et a permis à ce projet de passer en priorité. Monsieur le Président, l'autre mesure que j'estime être primordiale dans le développement communautaire est l'augmentation de l'aide pour le backyard gardening de 25 000 à 100 000 roupies. L'année dernière, nous avions débuté à Belle-Rose-Quatre-Bornes un jardin communautaire au centre pavillon. Ce jardin a été totalement mis sur pied par les habitants, un groupe de volontaires qui a suivi justement le cours de backyard gardening. Ils sont tous habitants de la circonscription. C'est avec un immense plaisir que je les rends hommage, puisque ce jardin a été desservi un prix lors d'une compétition organisée par l'IFM. Je les félicite pour leur dévouement et leur passion. Je crois personnellement en l'avenir du backyard gardening et du jardinage communautaire. Je tiens à féliciter notre collègue, ministre Manish Gobin, l'honorable ministre Manish Gobin, pour ces belles initiatives qu'il prend au niveau de son ministère et qui sont des outils extraordinaires pour les ménages, mais aussi pour promouvoir le goût au travail productif, tout en assurant la sécurité alimentaire. Le concept du APZ qu'il met en avant est fort prometteur. Pendant l'année que nous nous apprêtons à entamer, monsieur, je vais m'assurer avec mes collègues du gouvernement que ces projets annoncés dans le budget soient amenés à bien, afin d'augmenter la connectivité et l'attrayance de la ville Belle-Rose-Quatre-Bornes, afin de promouvoir l'emploi parmi les jeunes de la région, promouvoir le bien-être et le travail productif, donner les outils d'encadrement pour aider les jeunes à s'évader et ne pas tomber dans des addictions dangereuses. Monsieur le Président, ce budget a été très bien accueilli par les membres de la majorité et nous sommes unanimes à féliciter l'honorable Payadachi pour la manière dont il a composé avec les demandes pour l'implémentation du programme gouvernemental, mais aussi avec des paramètres socio-économiques changeantes et incertaines qui sont des conséquences directes de la pandémie Covid-19 qui a frappé le monde. Cependant, nous ne pouvons pas ignorer les réactions que ce même budget, si bien accueilli par les membres de la majorité, suscite parmi certains observateurs, acteurs économiques, mais aussi de presque tous les parlementaires de l'opposition qui ont pris la parole jusqu'à l'heure. C'est avec beaucoup d'attention que j'ai observé et écouté les réactions sur le budget que nous propose l'honorable Payadachi. Les débats autour de ce budget devraient et auraient dû permettre d'adresser ces inquiétudes qui hantent plusieurs acteurs économiques, mais aussi beaucoup de jeunes et de femmes de notre République. Les femmes parce qu'elles doivent gérer cette crise et une certaine angoisse au niveau de la famille, et les jeunes parce qu'ils sont ceux qui doivent envisager l'avenir. Ces deux groupes de notre population veulent des repères pour savoir quelle direction prendre. Ce que la population et les observateurs demandent au gouvernement semble être simple. Ils veulent savoir quel sera l'avenir de notre pays. Ils veulent entendre des membres du gouvernement, ils veulent nous entendre dire « on a un plan, ne vous inquiétez pas, faites-nous confiance ». Une inquiétude, Monsieur le Président, que nous pouvons comprendre. Et cela, malgré les efforts que nous faisons pour rassurer la population, avec des mesures qui, autant que possible, tentent d'agir comme protection et bouée de sauvetage contre ce choc économique qui afflige notre population et les différents acteurs économiques. Monsieur le Président, en ce qui nous concerne, nous les membres de la majorité, nous avons entendu l'appel de la population. Vous remarquerez que depuis le début des débats, chaque membre de la majorité parle de ce qu'on fait et planifie de faire, de notre plan, et cela pour chaque ministère, chaque circonscription. Par contre, vous remarquerez, Monsieur le Président, que nous avons eu très peu de suggestions quant à l'implémentation de ce plan que le ministre, l'honorable Payadachi, a mis de l'avant, et ce plan qui prend en considération la réalité, c'est-à-dire la vérité de ce que notre République vit actuellement et de ce qui risque d'arriver si nous ne réagissons pas collectivement. Je suis persuadée que de notre côté de la Chambre, il n'y a aucun agenda de cacher quoi que ce soit à la population. Cependant, admettons une chose, que le langage de vérité est très peu pratiqué quand on écoute la rhétorique de l'opposition. Pourquoi est-ce que je dis ça, Monsieur le Président? C'est parce qu'il est définitivement temps de pratiquer ce langage de vérité et de franchise, mais des deux côtés de la Chambre.
afin de sensibiliser la population quant aux opportunités qui lui sont offertes, mais aussi pour que la population comprenne le danger qui nous guette si elle ne réagit pas et ne change pas son comportement de consommation et économique pour s'adapter au contexte dans lequel nous nous retrouvons. Soyons réalistes. Un gouvernement à lui seul ne peut pas surmonter ce genre de crise. Nous avons entendu tellement de critiques, et ces critiques, je vous le dis franchement, à mon avis, ne relèvent nullement du langage de vérité, tant demandé. Pour ma part, permettez-moi de partager avec les membres de cette Assemblée ma version de la vérité. Cette critique persistante des parlementaires de l'opposition, qui est qu'ils ont des difficultés à comprendre la vision derrière ce budget, m'étonne. À la formation de ce gouvernement en novembre 2019, un discours-programme a annoncé un plan d'action pour les 5 prochaines années de son mandat. Et ce plan d'action reflète la vision de ce gouvernement. L'opposition a tellement répété que ce budget manque de vision que j'ai jugé nécessaire de lui rappeler la vision du gouvernement énoncée lors du discours-programme et qui est implémentée à travers les 5 budgets qui suivront la lecture de ce discours-programme. Pour cela, je vais me référer au discours que j'ai prononcé pour le Summing Up, où l'opposition parlementaire n'était pas présente, puisqu'elle avait fait un walk-out. C'était le 5 mai 2020. Je cite monsieur, que ce discours-programme, while aiming towards a knowledge-based high-income economy, also sets an agenda to look beyond the simple metric of economic growth. Oui, Monsieur le Président. Bien avant la crise Covid-19, ce gouvernement avait pris la décision de look beyond the simple metric of economic growth. Beaucoup de parlementaires de l'opposition se sont plu à citer Jacinda Ardern, Premier ministre de la Nouvelle-Zélande, ou la coalition de gauche avec les leaders exclusivement féminins qui ont pris le pouvoir en Finlande, pour vanter un changement qui s'opère dans certains pays quant à justement la façon dont l'économie est gérée. Cependant, quand il s'agit de Maurice, ces mêmes parlementaires ont une tendance de retourner à leur vieux réflexe, celui qui est de se concentrer excessivement sur les indicateurs de croissance en pleine crise sanitaire et économique à l'échelle mondiale. Monsieur le Président, en ces temps précis, quelles seraient les priorités selon vous? Sauvegarder nos acquis qui ont permis le miracle économique et qui dotent notre pays d'un socle social solide, et aussi de continuer cette transformation de Maurice, nouveau membre du club des pays à revenus élevés, ou tout abandonner face à une crise qu'on ne maîtrise pas encore, c'est-à-dire l'impact de la Covid sur nos économies, et ainsi agir comme des réactionnaires. Cette opposition parlementaire en oublie que ce gouvernement, dès le départ, a pris le pari de gérer l'économie différemment. Et cela, même sous forte pression avec la crise qui nous afflige, le gouvernement n'a jamais dévié de ce plan. Et c'est ça la vision, Monsieur le Président, la vision de l'île Maurice que ce gouvernement projette. La vision et la philosophie restent la même, transitionner vers un knowledge economy, tout en assurant une bonne qualité de vie et décente à la population. Ce gouvernement a toujours eu un plan et une vision. Il est normal, cependant, que certains projets ont du retard avec les 2 confinements qui affectent physiquement l'économie, avec une limitation de mouvement de la population active, mais aussi des retards quant à la livraison de matériel sur les projets de développement. Le budget présent propose un développement par l'investissement dans l'infrastructure publique. Il propose que ce soit le moteur de l'économie pendant cette période de crise, Monsieur le Président. J'espère avoir répondu à ceux qui se demandent quelle est la vision du gouvernement. Monsieur le Président, en ce qui concerne le fameux langage de vérité tant attendu, je voudrais rappeler à nos collègues que quelques mois après le discours-programme, avant le premier budget, le Covid frappe déjà l'économie mondiale, avec un ralentissement de la production en Chine qui est touchée de plein fouet par le Covid-19, alors que l'Europe et les Amériques observent la progression de la pandémie chez eux et ailleurs. L'année dernière, la FMI prévoit une croissance de 6% comparée à ses prédictions d'avant la période de Covid, qui est de 12%. Le débat de ceux qui sont pro-budget et ceux qui sont contre les mesures de ce budget se situe justement sur la grande question.
Est-ce que l'investissement doit se faire sur la protection sociale ou sur la relance économique? Relance économique immédiate, je veux dire. Le 11 mai 2021, les Nations Unies ont publié 5 vérités qu'ils tenaient à partager avec le monde sur la situation de l'économie mondiale dans un souci de transparence. Monsieur le Président, je ne citerai pas les 5 vérités, mais 2 des premières en ordre de priorité, comme elles ont été rédigées dans ce document publié par les Nations Unies. Ces deux priorités permettent de démontrer la cohérence de l'action gouvernementale mauricienne. La première vérité est que la Chine et les États-Unis sont les 2 moteurs économiques de la croissance mondiale. Leur économie rebondissent, oui, mais la reprise est très lente. La pertinence de cette information est que la croissance mondiale dépend de ces 2 économies. En ce qui concerne les économies en voie de développement, elles ne devraient pas retrouver leur niveau de production antérieur à la pandémie d'aussitôt. C'est ce que les Nations Unies veulent faire le monde comprendre. Monsieur le Président, le plus gros risque. Je lisais une étude publiée par la firme de consultants McKinsey. Elle partageait justement que plusieurs firmes au niveau international étaient optimistes quant à la reprise. Cependant, le plus gros risque reste la pandémie. Une pandémie que nous ne connaissons pas. Nous ne connaissons pas la trajectoire de la pandémie encore. Monsieur, l'impact de ces 2 moteurs de croissance, qui sont les États-Unis et la Chine, affecte directement nos marchés à l'île Maurice. Si nos marchés n'arrivent pas à soutenir une croissance forte, leurs populations auront moins de moyens pour consommer nos services et notre production. Il est bon de noter qu'en ce qui concerne Maurice, 2 secteurs ont eu une croissance positive, même si faible, le secteur de l'ICT et le real estate. La production manufacturière en elle-même a connu une décroissance de 20,1%. Le budget présent favorise l'investissement dans les secteurs dont les marchés n'ont pas été affectés négativement par les 2 confinements, notamment celle de l'ICT, la pharmaceutique et de l'énergie. Et aussi d'un secteur essentiel qui est l'agriculture pour assurer dans une certaine mesure la sécurité alimentaire. En ce qui s'agit des autres secteurs, Monsieur le Président, plusieurs lignes de crédit sont à la disponibilité des opérateurs économiques. Et aussi, plusieurs aides leur sont tendues. Et cela jusqu'à ce que les économies rebondissent suffisamment pour que Maurice puisse en bénéficier. Il est impératif qu'à ce moment précis, que le secteur privé suive de près le mouvement de ces marchés internationaux, afin d'investir judicieusement pour ne pas rater le coche lors de la reprise. Et à ce moment précis, je pense à ces entrepreneurs du secteur privé, tels que Maurice Patureau, Joseph Consigny, Amédée Mingor, qui en période de crise post-indépendance ont su set the economic agenda à travers des institutions, mais aussi à travers des prises de risques. N'oublions jamais que c'est eux qui ont créé justement les nouveaux secteurs et les opportunités, et que le gouvernement n'a fait que les accompagner. En ces périodes troubles, le comportement des acteurs économiques doit changer. Et il est temps que des propositions concrètes soient mises de l'avant au niveau des entrepreneurs. Une synergie doit opérer au niveau de ces acteurs économiques. Le gouvernement offre déjà le cadre à ces entreprises. Ceux qui peuvent innover, allez-y, créez et prenez les risques. En attendant, face à cette situation de croissance faible de nos marchés, le gouvernement favorise l'investissement public pour garder l'équilibre macroéconomique et ainsi garder la consommation à des niveaux acceptables. Monsieur, en ce qui concerne les secteurs émergents qui ont été favorisés lors de ce budget, je note 3 secteurs émergents: la pharmaceutique, l'énergie renouvelable, le blockchain, tout ce qui est ICT, tout ce qui est intelligence artificielle. Par rapport à ces secteurs émergents, Monsieur le Président, je note que plusieurs mesures ont été prises. On parle beaucoup de la dévaluation de la roupie. Je m'aligne à ce que le gouvernement et le ministre des Finances planifient
puisqu'il nous faut absolument attirer l'investissement direct étranger. Et comment le faire, Monsieur le Président? En temps normal, je n'aurais pas été d'accord avec justement les mesures telles que permettre aux étrangers de venir habiter pendant 10 ans à l'île Maurice, ou même permettre à leurs conjoints de travailler à Maurice, en temps normal. Cependant, étant donné la situation et le besoin d'attirer ce genre d'investissement privé direct, il est important d'attirer les compétences. Attirer les compétences pour développer ces secteurs émergents. Et les accusations comme quoi qu'il n'y a pas de mesures, d'incentives pour attirer et développer ces secteurs émergents, Monsieur le Président, rien qu'en lisant le budget, je peux le dire, c'est totalement faux. C'est juste que nous sommes à la 2e année budgétaire, Monsieur le Président. Ces mesures sont mises en place. Bien sûr que les résultats ne seront pas aujourd'hui pour demain. Tout politicien qui a un minimum d'expérience sait que les incentives sont mis sur place, mais ça dépend du comportement des acteurs économiques, qui a un long travail à faire pour attirer ces investisseurs. En ce qui me concerne, je suis satisfaite des mesures qui ont été mises sur pied pour attirer cet investissement direct étranger. Monsieur le Président, le deuxième point que les Nations Unies a voulu rendre public et auquel il a voulu sensibiliser le monde par rapport à la crise économique qui a été engendrée par la crise sanitaire du Covid-19 et la situation des plus vulnérables, elle cite que la situation des plus vulnérables est devenue encore plus précaire. En ce qui concerne ce point, les 2 groupes les plus affectés sont ceux qui ont perdu leur emploi et qui sont inactifs à cause des confinements et la fermeture des frontières, et ceux qui évoluent dans l'économie informelle. Monsieur le Président, j'aurais aimé qu'on en parle franchement. Si le ministre des Finances et le Premier ministre n'avaient pas mis sur pied toutes ces mesures telles que le Wage Assistance Scheme, le Self-Employed Assistance Scheme, où en serait la situation de ces groupes de personnes? À quel niveau de précarité auraient-elles été confrontées? Les orateurs de l'opposition ont fait état en long et en large de la situation difficile de ces 2 groupes de personnes. Mais c'est qu'elle omet de dire, est-ce que la situation aurait été meilleure ou pire si les mesures annoncées l'année dernière et cette année-ci n'avaient pas été mises sur pied? Personne ne niera que la situation de ces personnes est difficile. En tant que PPS, je suis confrontée à ces difficultés 24 sur 24 et 7 sur 7. Je suis plus que consciente de la situation réelle des plus vulnérables. Mais monsieur, dans un souci de vérité, il aurait été bien qu'on nous réponde et qu'on nous dise qu'en serait-il de la situation si le gouvernement n'avait pas mis sur pied toutes ces mesures et tous ces bouées de sauvetage? Envisagez-vous le drame que ça aurait été? Monsieur le Président, pour conclure, je dirais que ce budget est un budget réaliste. Réaliste, Monsieur le Président. Puisque le ministre des Finances a su composer, le gouvernement a eu à diluer les ambitions qu'elle a pour notre République. Et une grande partie des ressources de l'État ont été redirigées vers la protection sociale et la santé publique. Ce qui a pour effet de diminuer les ressources disponibles pour remplir les ambitions économiques et surtout l'incertitude qui plane. Cependant, une nouvelle normalité est à prévoir. Nous ne savons pas pour combien de temps le virus sera présent sur notre territoire ou dans le monde, mais nous savons que plusieurs pays s'adaptent et préparent leur population à vivre avec le virus en tenant compte des conséquences économiques, sociales et humanitaires catastrophiques. Lors du premier budget, ce gouvernement a choisi sa priorité dans un moment d'incertitude, et la priorité est de préserver les piliers du succès mauricien qui sont l'unité nationale et la stabilité sociale. N'oublions jamais que ces piliers de notre succès sont avant tout la santé gratuite, un système éducatif qui répond aux demandes de notre temps et une population protégée contre la faim. Le premier budget assure que ces acquis soient préservés et le deuxième budget n'en fait pas moins, tout en assurant qu'il y ait une marge de manœuvre pour les secteurs émergents. Il faut protéger notre population et en même temps relancer la croissance. La différence entre ce gouvernement et les membres de l'opposition devient idéologique. Le sujet de discorde est qu'est-ce qui devrait être la première priorité. L'opposition semble penser, sans le dire ouvertement, que la première priorité, et de ce fait les ressources, auraient dû aller à la relance économique exclusivement. Et si on se base sur la crise de 2008 et ce que des partis d'opposition ont fait à ce moment,
c'est ce qu'on peut conclure. Mais de ce côté de la Chambre, le gouvernement pense que la première priorité est de protéger la population jusqu'à ce que la situation se stabilise et qu'on voit plus clair sur le marché mondial. Monsieur le Président, je vous l'ai dit, dès le premier budget, ce gouvernement et d'autres dans le monde, dont celui de Jacinda Ardern et le gouvernement finlandais, ont choisi leur priorité idéologique, qui est celui d'assurer le bien-être de la population avant de satisfaire les métriques de croissance. C'est pour cela, Monsieur le Président, qu'en tant que jeune parlementaire de la majorité, je félicite le ministre des Finances et le Premier ministre pour son budget. Merci.